Carole, passant par là, fut horrifiée. C'est quoi ce bordel? Vous vous croyez où, Jean-Claude? On vous entend jusqu'au bout du couloir. Jean-Claude raccrocha, en sueur. Il se tourna vers Sylvain, le regard implorant. Tu sens que tu dois avoir des problèmes dans ton couple, non? Demanda Sylvain, soudain compatissant. Ouais, je me suis frité avec ma mère hier soir. Ça sent la faim, avoua Jean-Claude dans un lapsus révélateur. Le commercial hors pair n'était qu'un petit garçon qui se disputait avec sa mère et payait des fortunes pour entendre une voix féminine automatisée lui dire qu'il était un homme. Chapitre 15. Le Marais Poitevin. La folie prit une nouvelle forme ce jour-là. Elle s'incarna en un homme étrange, un intérimaire ou peu, être un consultant en rupture de ban, qui s'approcha d'une jeune femme près de la photocopieuse. Il se faisait appeler Ringo. Il avait ce regard brillant des prophètes de l'Apocalypse et des alcooliques en fin de cure. Dans 2 minutes, je ne serai plus des vôtres. Je serai de nouveau libre, déclara-t-il. La jeune femme, polie, essaya de l'ignorer. Le terme mission pour qualifier mon job, ça m'emballe. Ça fait aventure. Je rencontre de nouveaux visages. Ringo s'approcha, envahissant son espace vital. Écoutez, mademoiselle, vous me plaisez beaucoup. J'aimerais m'attacher vos services. Je vous propose de devenir ma maîtresse. C'était brutal, archaïque. Une proposition indécente sous les néons. C'est pas très raisonnable. Je suis un petit peu mariée quand même, répondit-elle, terrifiée. Ringo ne l'écoutait plus. Il était déjà ailleurs. Où est votre prochaine mission? À Poitiers. À Poitiers, Notre-Dame-la-Grande, le marais poitevin, il commença à décrire son utopie. Une utopie humide et boueuse. Je vous construirai une cabane dans le marais. On mangera les anguilles que je pêcherai. Je vous débarrasserai de ces accoutrements. On s'appellera Roméo et Juliette. Non, Ringo. Voilà. La jeune femme recula, réalisant qu'elle avait affaire à un psychopathe romantique. Non, mais vous êtes complètement fou. Oui, je suis fou. Fou de joie, de bonheur, de l'amour, hurla Ringo. Il fut évacué par la sécurité, ou peu, être partit-il de lui-même vers son marais imaginaire. Je vais en supprimer. Oui, Ringo, cria-t-il, en disparaissant dans l'ascenseur. Poitiers était devenu, l'espace d'un instant, la capitale de l'évasion mentale. Une cabane, des anguilles et la folie. C'était la seule alternative que la Gueugène offrait à la vie de bureau. Chapitre 16. Le golf et le plafond de verre. Jean-Claude, lui, ne rêvait pas de marais, mais de green. Le golf, le sport des rois, des patrons, des décideurs. S'il pouvait jouer au golf, il serait des leurs. Il arriva un matin vêtu d'un accoutrement ridicule. Polo pastel, pantalon à carreaux et une visière qui lui serrait le front. Tu sais que ça te va bien, la visière, hein? Ça te donne un air profond. Un peu comme Clint Eastwood. Se moqua Fred. C'est pas un loisir, c'est un sport. Il faut beaucoup de concentration. Des nerfs de bouddhiste, répliqua Jean-Claude, se prenant pour Tiger Woods. Il attendait Jean-Guy Lecointre. Il s'était mis en tête que le DRH l'avait invité à une partie. C'était son ticket d'entrée vers le cercle intérieur. Ah, alors, mon petit Hervé, vous m'attendez à l'instant, hein? Avec les balles. Ça n'est qu'un calice, dit Jean-Guy en arrivant, un sac de golf luxueux à l'épaule. Jean-Claude, que Jean-Guy confondait volontairement avec Hervé ou n'importe quel subalterne, s'avança, prêt à monter dans la voiture du patron. « Oh, alors, vous êtes venu me chercher pour notre partie de golf, c'est gentil. Ça vous dérange pas de partager notre partie avec quelques amis ?» demanda Jean-Guy, mielleux. L'espoir de Jean-Claude explosa. Jean-Guy ne voulait pas jouer avec lui. Il avait besoin d'un porteur, d'un caddie, d'un valet. « Si tu veux, tu peux m'accompagner. Tu portes mon sac. Je te donne un pourboire, » proposa Jean-Guy avec un mépris souverain. Jean-Claude resta figé. La violence symbolique était plus forte qu'un coup de club de fer-7. « Tu veux ma main dans la gueule ?» murmura-t-il. Mais Jean-Guy était déjà parti. Comme dit mon prof, tout passe, tout casse, tout lasse, sauf la classe. « Mets-moi les boules de cœur », lança le DRH en s'éloignant.
Jean-Claude resta seul avec sa visière Clint Eastwood et ses rêves de grandeur, réalisant qu'aux yeux de la direction, il ne serait jamais qu'un obstacle sur le fairway. Chapitre 17. Terminus et ligne brisée. Ce soir-là, le monde extérieur décida de s'aligner sur le chaos intérieur de la Gueugène. Une grève des transports paralysait la ville. Le réseau de bus était devenu un labyrinthe insoluble, une métaphore de leur carrière bloquée. Hervé et une collègue, coincés devant la machine, tentaient de décrypter la situation. « Dis donc, t'as changé de bus toi, le 45 ? Ah ben non, parce que moi, je prends le 75, qui passe à 26. Parce que si on se vend, je gagnerai 4 minutes, expliqua-t-elle dans un jargon incompréhensible. C'était une équation impossible. Faudrait que je prenne le 4,28 de 11 pour pouvoir rejoindre le 75 de 23. À la limite, je pourrais essayer le 67 de 12. Calcula Hervé. Ah non, tu peux pas. Le 67 a été dévié sur la ligne 104D, coupa la collègue. Le 75, il passe à 24, maintenant. Tout était bouché, bloqué. Oh la vache, ce bordel pour venir ce matin. J'ai jamais vu ça, moi. Il n'y avait pas un bus, pas un train, pas un métro, mais rien. Hervé regarda par la fenêtre le parking saturé et les rues noires de monde. Tout le monde se parlait. Il y avait une vraie solidarité. Pour la première fois, l'humanité ressurgissait, mais seulement parce que la machine était en panne. C'est vrai que quand on est dans la même galère, ça rapproche, admit la collègue. De toute façon, on voit ça que pendant les grèves. C'est comme le covoiturage. En temps normal, ça prend pas. Les gens sont trop égoïstes, conclut Hervé, amer. La nuit tombait sur la tour. Les employés quittaient le navire un à un, se perdant dans le froid et la complexité des lignes de bus déviées. Jean-Claude, Hervé, Maëva, Sylvain. Ils étaient tous des passagers d'un bus fantôme, le 104D, qui tournait en rond, sans jamais atteindre le terminus du bonheur. Seule la machine à café restait allumée, phare dérisoire, dans la nuit industrielle, attendant patiemment le lendemain matin pour recommencer à broyer du noir. Chapitre 18. Eros et Thanatos, sur papier glacé. La nuit, à la Gueugène, poussait souvent les employés vers des territoires dangereux, l'introspection et la sexualité. Ce jour-là, c'était Fred qui tenait le détonateur, sous la forme d'un magazine féminin, bon marché récupéré à la cantine. « Êtes-vous sexuellement un bon coup ?» lut-elle à haute voix, brisant le silence monacal de la pause de 10 heures. Jean-Claude, qui se grattait le ventre en attendant son gobelet, se redressa immédiatement. Dès qu'il s'agissait de performances viriles, il se sentait concerné. « Remplis ton test. On va savoir ce qu'ils pensent les mecs, » ricana Fred, un stylo en main. Hervé, toujours prude mais curieux, s'approcha en feignant l'indifférence. « C'est quoi ça ? Des cochonneries de presse people ?» Fred ignora la remarque et entama l'interrogatoire. « Où préférez-vous faire l'amour ? Au lit, au bureau, dans votre voiture ou dans une salle de réunion ?» Jean-Claude eut un sourire en coin, celui de l'homme qui veut laisser entendre qu'il a une vie trépidante. « Dans une salle de réunion, pas mal. C'est sûrement un Lancelot, dit-il, citant un profil psychologique inventé de toutes pièces. Votre secrétaire vous propose un café, continua Fred. Réponse A. Vous pensez pas moyen qu'elle bosse. Réponse B. La feignasse. Elle va me démarrer. Réponse C. Elle est chaude comme la braise, la salope. Hervé devint écarlate. C'est quoi ça? Arrête Fred, c'est vulgaire. Attends, le meilleur arrive, jubila Fred. Votre fantasme le plus torride. Faire l'amour à une femme qui vous aime et la traiter comme une chienne. Un silence gêné s'installa. Cette phrase, lue à voix haute sous les néons froids, révélait toute la misère affective et la violence latente des rapports hommes-femmes dans cet immeuble. Jean-Claude, lui, ne voyait pas le problème. Il se projetait déjà. Bloquez le restart sous la manche et vous tapez toutes les passagères comme un tigre, récita-t-il, mélangeant ses fantasmes de VRP et de prédateur sexuel. Et après l'amour ? Demanda Fred. Une cigarette ? Un verre de whisky ? Une bonne choucroute, coupa Jean-Claude, triomphant. Fred éclata de rire.
Une choucroute? On voit bien qu'il connaît pas les films de Kurosawa.